Donc, moi, je m'appelle Jean-Marie Tirov et je travaille à Enedis. Le support que je vous présente ce soir, c'est un support corporate chez Enedis, mais ça permet de lancer peut-être la discussion et puis de bien vous expliquer en fait ce concept d'autoconsommation collective dont on commence à entendre parler un petit peu et comment ça s'intègre en fait dans le système électrique aujourd'hui. Alors, juste un petit rappel. Au niveau du paysage électrique français, je pense que c'est connu par tous, mais je préfère le rappeler. Là, vous avez les grands producteurs centralisés avec les centrales nucléaires, barrages, etc., qui injectent en fait la totalité de leur production sur le réseau de transport d'électricité qui est géré par une entité qui s'appelle RTE. Donc RTE, sa mission, en fait, c'est d'emmener, euh, grâce en fait à des réseaux de transport d'électricité, donc c'est du 63, 200 ou 400 000 volts, l'électricité en fait dans les régions françaises, à l'entrée en fait des villes et des métropoles, et puis dans tous les départements et cantons français. C'est repris. Alors, le réseau de transport d'électricité en fait livre l'énergie à ce qu'on appelle en fait des infrastructures qui s'appellent des postes sources, qu'on retrouve, je crois qu'il y en a une dizaine autour de la ville de Nancy, par exemple. Quand vous sortez de l'hôpital de Brabois en redescendant dans la vallée de la Moselle, il y en a un sur la droite. Donc, c'est des grosses infrastructures en fait de livraison. Et c'est la frontière entre la responsabilité de RTE et puis du distributeur Enedis. Mais il y a d'autres distributeurs qu'Enedis en France, même si Enedis couvre 95% du territoire. Donc ça, RTE et Enedis, c'est des activités qui sont régulées. Enedis, en fait, distribue l'électricité sur du réseau qu'on appelle HTA 20 000 volts et du réseau basse tension. Alors, ça concerne la France métropolitaine parce que dans les dom-toms, il y a des infrastructures, enfin des organisations qui sont un peu différentes, pas des infrastructures, qui ressemblent un peu à ce qui existait avant chez nous, avant l'ouverture des marchés, donc avant 2000. C'est-à-dire que tout est intégré au sein d'EDF, quand c'est EDF. Et puis, donc, Enedis distribue en fait jusqu'au comptage, soit en HTA, soit en basse tension, dans les maisons individuelles. Et puis, les derniers acteurs, c'est les fournisseurs d'énergie. Donc, on est sur des activités régulées chez RTE et chez Enedis. Le fournisseur d'énergie, lui, va proposer des contrats de fourniture en fait aux consommateurs et aux clients qui intégreront la part acheminement qui va permettre de rémunérer à la fois RTE et puis Enedis. D'accord, c'est des contrats qui sont intégrés. La rémunération d'Enedis, par exemple, ça s'appelle le TURP, le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, et c'est intégré dans les factures en fait que chacun paye à son fournisseur. Une petite question juste sur le début, en fait, la production centralisée. Tous les moyens de production, ils sont en France ou c'est en Europe? Alors, les moyens de production, alors d'une manière générale, les moyens de production, il y en a un petit peu partout en Europe. RTE permet d'interconnecter en fait le réseau français avec les autres pays européens, la Belgique, le Luxembourg, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, tous les pays en fait qui sont frontaliers, permet d'interconnecter ces réseaux et donc soit d'injecter en fait de l'énergie dans les autres pays, donc de faire de l'exportation, soit de l'importation, comme ça a été souvent le cas pendant l'année 2022 ou 2023, hein, c'est-à-dire de faire venir de l'électricité sur le territoire français. Et ce qui régule ça, en fait, c'est un marché entre les fournisseurs et puis des producteurs étrangers. RTE, lui, ne fait pas de business avec, enfin, se rémunère en fait sur l'électron qui transite sur son réseau, mais ne fait pas d'achat de volume d'énergie. Qui gère les entrées-sorties, alors finalement Alors, c'est RTE qui est chargé en fait de l'équilibre du réseau électrique en France. Et donc, il faut un équilibre.
Oui, oui, non, d'accord, il faut équilibrer, mais donc, mais qui gère, qui décide RTE. d'importer, qui décide que ce sera plutôt l'Allemagne ou la RTE, ils Suisse? font des prévisions. Oui, ok, mais l'achat se fait plutôt à la Suisse ou à l'Allemagne, qui le décide? C'est RTE. Ah bah ça, c'est les, oui, c'est les Non, mais disponibilités c'est en fait RTE. des producteurs, comme ça se passe en France. Hein. Oui, oui. En France, les producteurs vont tous dire à RTE, eh ben voilà mes prévisions en fait de puissance disponible pour l'heure qui vient, la journée qui vient, la semaine, le mois, l'année, etc. Et RTE en fait gère un équilibre entre les offres des différents producteurs. Et ces producteurs peuvent être à l'étranger quand les capacités de production en France ne sont pas suffisantes. D'accord? Et le rôle de RTE est essentiel dans le bon fonctionnement en fait, du réseau électrique parce que c'est eux qui, heure par heure, en fait, se débrouillent pour qu'on soit à l'équilibre entre ce qui est injecté sur le réseau de transport et ce qui est soutiré. Sinon, ça ne marche pas, ça s'écroule. Le fournisseur, c'est pas bien. Enfin, il fournit un flux, quoi. Il ne fournit pas une origine ou un unité de production. Ben, le fournisseur, lui, il peut avoir ses propres capacités en fait, de production, ou alors il peut acheter sur un marché d'électricité. C'est-à-dire les producteurs vendent sur un marché et cette capacité en fait, de production est disponible auprès des fournisseurs. Et donc là, il y a une notion, en fait, mais ça me paraît un peu compliqué de beaucoup m'aventurer sur ce sujet-là, de responsable d'équilibre. Revenir quelqu'un sur le sujet Non, non, mais je connais bien le sujet, mais ça va nous prendre du temps. Alors, il ne fait pas entrée-sortie, il vérifie en fait que le réseau soit bien équilibré. Alors là, il y a une notion en fait de responsable d'équilibre qui n'apparaît pas ici, qui est une responsabilité qu'endossent en fait les fournisseurs et les producteurs. Alors, un fournisseur, il va dire à RTE, ben moi, voilà quelle est ma prévision en fait de soutirage d'énergie sur mon portefeuille de clients pour pareil les jours ou les quelques mois à venir, d'accord? Et il va falloir qu'il produise, s'il a des moyens de production, ces prévisions en fait qu'il a faites, soit qu'il achète sur un marché en fait ces volumes en fait d'énergie. Donc le responsable d'équilibre, il est responsable vis-à-vis de RTE et ben, de ce qui va être soutiré du réseau et de ce qui va être injecté. Et s'il soutire beaucoup plus qu'il n'injecte sur le réseau, ben, il a des pénalités. Oui, du coup, il récupère de l'électricité. Il a acheté Alors, un flux, il récupère un flux et voilà. c'est entre les deux, c'est rien, quoi. Oui, mais de toute façon, l'électron, vous ne savez jamais où il va, c'est peut-être une notion. Ah oui, c'est des électrons verts, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, oui, la garantie d'origine, c'est un autre sujet, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez acheter de l'électricité verte, c'est-à-dire que votre fournisseur va vous garantir que lui, il va acheter des certificats verts ou qu'il a des moyens de production, en fait, qui peuvent avoir des certifications vertes. Mais en fait, un électron, vous n'avez jamais vu un électron. Et donc, alors, alors, nous, en fait, notre sujet, il va se trouver ici, d'accord, sur l'autoconsommation collective. Et là, ça ne marche pas, si ça marche. Donc, je vais vous présenter un petit peu le modèle économique de la production d'énergie renouvelable, parce qu'en fait, l'autoconsommation collective, elle est bien liée en fait à de la production d'énergie renouvelable. Il y a trois modèles en fait qui sont disponibles. Il y a la revente totale qui existe déjà depuis de nombreuses années, c'est-à-dire que vous équipez votre toit d'une production photovoltaïque et la totalité de la production est rachetée par une entité qui s'appelle EDF Obligation d'achat, parce que je crois que c'est les seuls qui sont habilités en fait à racheter en fait cette énergie sur la base d'un contrat qui est passé d'une durée d'une vingtaine d'années avec des prix qui sont déterminés, etc., qui sont revus en fait de temps en temps, mais quand vous passez le contrat, en fait, vous êtes sûr d'avoir le même prix sur la durée du contrat. Alors ça a été mis en place pour stimuler en fait comment dire, la pose et les investissements dans les énergies renouvelables par les particuliers. C'est-à-dire qu'on leur garantit un prix d'achat
d'énergie suffisamment élevé pour qu'il puisse y avoir des investissements. Et ce prix d'achat, en fait, est bien plus élevé que le prix qu'un consommateur achète à son fournisseur. Hein, c'est un moyen, j'allais dire, un peu artificiel de pouvoir stimuler en fait cette économie de pose de panneaux photovoltaïques sur les toits. Sachant que elle n'est pas plus élevée. alors, On il revend. n'y est plus maintenant, ouais. Voilà, plus maintenant. Il y a peut-être 10 ans, on vendait 60 centimes. Ouais. Et voilà, maintenant, ça dépend de la puissance. Oui. Et il est même en dessous. Oui, c'est beaucoup plus équilibré. Voilà. Mais en fait, ce qui a permis le développement du photovoltaïque, c'est bien en fait cette stimulation par le prix et par les obligations d'achat qui a été fait depuis maintenant pas mal d'années. Mais la revente totale existe toujours, même si ça n'est pas aujourd'hui la solution qui est systématiquement en fait adoptée par les clients. Alors, moi qui suis quelques producteurs, agriculteurs producteurs, ils sont toujours eux, attirés par la revente totale parce que ce que je vous disais tout de suite, c'est que ça offre une grande visibilité, c'est-à-dire que vous savez à combien vous allez vendre votre énergie dans 10 ans. Et quand il y a des gros investissements qui sont faits, bah, ça permet de sécuriser en fait l'investissement. Après, il y a l'autoconsommation individuelle qui est aujourd'hui le parti pris ou la solution en fait qui est adoptée par beaucoup de clients particuliers. Où là, bah, j'installe un panneau photovoltaïque, des panneaux photovoltaïques sur mon toit et j'autoconsomme une partie de la production. Enfin, j'autoconsomme la totalité de la production dont j'ai besoin. Le surplus peut être réinjecté sur le réseau et peut bénéficier en fait d'une obligation d'achat si elle est éligible. Il y a quelques conditions à l'éligibilité. D'accord? Donc, alors, techniquement, c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que dans un cas, sans rentrer dans le détail, on sépare bien en fait les flux entrants et sortants d'énergie de la maison, et dans l'autre cas, c'est beaucoup plus simple parce qu'on commence par autoconsommer et après on réinjecte sur le réseau. On n'a qu'un compteur quoi, pour faire simple dans l'autoconsommation individuelle. Et puis l'autoconsommation collective, c'est le concept que je voudrais vous présenter. Et est-ce que tu peux, s'il te plaît, Paul, juste lancer, essaye de cliquer là-dessus, ça va marcher sur ce. Ou alors lancer la petite vidéo, parce que je vais vous passer une toute petite vidéo pour commencer, et puis après on Il ne sait pas rentrera qu'elle dans est le sur le détail. bureau. Hein. Il ne sait pas qu'elle est sur le bureau, la vidéo. Voilà. Ouais, peut-être pas. Donc il faut Alors, que tu on la va lances peut-être depuis le aller la bureau. chercher. Un petit peu de manipulation informatique et ça va arriver. Pardon? Ouais, si vous la voyez, tu cliques là.
Tu me remettre le PowerPoint. Alors, cette petite vidéo, elle est sur YouTube, donc on mettra le lien peut-être sur Discord. Oui. Et puis, comme ça, pour ceux qui sont à distance et qui peut-être ne l'ont pas vu correctement, vous pouvez la regarder. Voilà, elle aurait bon, là. Tu vas retrouver le petit bout. OK. Alors, le modèle de l'autoconsommation individuelle, ben, on en a parlé un peu, hein, c'est-à-dire que je m'habitue à utiliser ça. Hein, on a des panneaux photovoltaïques qui sont installés sur une maison. Dans le cas qu'on représente ici, hein, il y a une consommation de la maison individuelle de 100 kWh avec une production. Quand la production en fait dépasse le besoin de consommation, eh ben, le surplus est injecté en fait sur le réseau, donc repart sur le réseau. Et quand au contraire en fait la production en fait est en deçà comment dire de la consommation, en fait, bah, le reste est fourni par le fournisseur. D'accord. Bon, ça, c'est le concept d'autoconsommation individuelle. Dans l'autoconsommation collective, il se passe un peu la même chose, mais il se passe la même chose au niveau en fait d'un regroupement de un ou plusieurs producteurs ou plusieurs consommateurs qui s'associent, qui créent en fait ce qu'on appelle une personne morale, c'est-à-dire qu'ils s'associent par contrat en disant dans ce contrat, ben voilà comment on va se répartir en fait l'énergie qui sera produite sur la base d'une répartition au pourcentage par exemple, ou d'une répartition plus dynamique, on le verra tout à l'heure. Et ils se partagent en fait bah, la production qui est faite par le producteur ou les producteurs entre tous les consommateurs. Ça, c'est le principe en fait de l'autoconsommation collective. Donc, tous les acteurs, producteurs et consommateurs sont réunis au sein d'une personne morale. Donc, ils s'organisent entre eux sur la répartition éventuellement financière des flux d'énergie produite et consommée, mais ils se mettent d'accord surtout, et c'est ça qui est intéressant, sur le modèle en fait de partage de la production d'énergie entre les différents consommateurs. Est-ce que je le répartis en pourcent, hein, si on produit 100, est-ce que je mets 10% à chacun des 10 consommateurs ou je fais une autre clé de répartition? Donc, on n'a pas besoin d'être producteur pour participer à. Pas du tout, ouais. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Avec un petit peu plus de détails ici. Donc, l'ensemble des consommateurs et l'ensemble des producteurs sont réunis au sein d'une personne morale. PMO, c'est personne morale organisatrice, oui, qui peut être bah, une collectivité territoriale, un bailleur social, une communauté d'énergie, une association, une entreprise, etc. Peu importe la forme juridique, mais c'est bien une personne morale organisatrice qui va définir en fait bah, les règles de fonctionnement de cette autoconsommation collective. Alors, ces règles de fonctionnement, elles vont être transmises aussi à Enedis, aux distributeurs d'une manière générale, parce que c'est le distributeur qui aura la charge après, au niveau de la répartition de la facturation, de donner en fait les bonnes clés de répartition, les bons volumes de consommation de chacun des consommateurs en fait aux fournisseurs, pour que la partie production vienne bien en déduction en fait de la facture que chacun des consommateurs va recevoir. Donc ça, c'est assez compliqué quand même. Hein, ça. Alors, la partie compliquée, en fait, c'est cette partie, en fait, on va le voir tout à l'heure, hein, de recueil des informations par le distributeur qui, lui, va mettre en place les règles qu'aura définies, en fait, la personne morale au niveau de la répartition des énergies entre les producteurs et les consommateurs et qui va les appliquer, en fait, aux flux d'informations qui vont être transmises aux fournisseurs pour que le fournisseur, en fait, facture bien la totalité de la consommation, moins la part production,
qui aura été produit au sein de l'autoconsommation collective. Le fournisseur, voilà, le fournisseur, c'est le fournisseur d'énergie que tout un chacun peut choisir, et tous les fournisseurs d'énergie, en fait, doivent appliquer en fait cette règle liée à l'autoconsommation collective. En fait, doivent facturer les flux qu'Enedis leur envoie pour chacun des consommateurs. Donc, il y a un double compteur. Pas du tout. Ça se fait sur un seul compteur, mais on va le voir un petit peu plus loin, ça va être beaucoup plus clair. En fait, Enedis, le distributeur, son rôle et sa mission, ça va être de comment dire, relever en fait la totalité des flux, à la fois, quand je dis flux, c'est des quantités d'énergie en kilowattheures de chacun des producteurs et de chacun des consommateurs. Il va appliquer sur ces flux les règles de répartition qui ont été déterminées au sein de la PMO, de la personne morale. Et puis, ces règles, il va les appliquer en fait sur les flux. Hein, c'est-à-dire que, mais on va le voir, on va le voir un petit peu plus, c'est un peu plus clair. Oui, tout à fait. Alors, ça peut s'appliquer, cette autoconsommation collective, sur un même bâtiment, un bâtiment collectif, par exemple. Hein, on peut imaginer que dans une copropriété ou une résidence ou un HLM, en fait, un bailleur social installe en fait un parc de production photovoltaïque sur le toit et ils disent, je vais faire de l'autoconsommation avec l'ensemble des locataires ou des propriétaires en fait qui occupent le bâtiment, avec une règle de répartition que je vais donner. Et puis, donc, toute cette part production, elle va venir en déduction en fait des factures de chacun des propriétaires dans le bâtiment. On commence à avoir quelques sites comme ça qui sont équipés, notamment avec des bailleurs sociaux. Et puis, ça peut être sur un périmètre. Alors, il y a des règles quand même qui régissent les autorisations d'autoconsommation collective. Ça se fait sur un périmètre géographique qui est assez restreint, qui fait 2 km. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, en théorie, plus de 2 km entre chacun des acteurs de l'autoconsommation collective. Vous ne pouvez pas dire, moi, je vais monter une personne morale avec quelqu'un à Bordeaux, un autre à Marseille et l'autre à Lille. Il faut que ce soit sur un quartier, un village, etc. Et par dérogation, on peut monter jusqu'à 20 km dans un secteur rural, hein, là où il y a peu de consommateurs, en fait, par dérogation, on peut étendre en fait ce cercle à 20 km. Alors, dans les bâtiments locataires, c'est ce que je viens d'expliquer, hein, mais on le voit ici de manière un petit peu plus précise. Des cellules, un système en fait de production photovoltaïque installé sur le toit, pardon. Et puis chacun des locataires sur une clé de répartition qui est déterminée au sein de la personne morale va bénéficier d'une partie en fait de la production photovoltaïque. Et si ces besoins ne sont pas couverts, bien sûr, le fournisseur de chacun des consommateurs va apporter le surplus et chacun peut avoir un fournisseur différent, ça n'est pas gênant. Alors, ça peut être étendu en fait sur plusieurs bâtiments collectifs. On a donné l'exemple tout à l'heure d'un bâtiment collectif, mais on peut très bien, sur un bâtiment collectif, mettre des productions photovoltaïques et puis faire fonctionner l'autoconsommation, que la personne morale soit un peu plus étendue en fait qu'un seul bâtiment collectif et qui puisse intégrer aussi le bâtiment collectif qui est juste à côté. Dans les bâtiments collectifs, notamment en location, il y a toute une gestion des entrées-sorties des locataires, par exemple. Ça se fait au fil de l'eau, c'est-à-dire que dans la personne morale, il peut y avoir des entrées-sorties. Il suffit en fait que le distributeur soit informé à chaque fois qu'il y a une entrée et une sortie, pour qu'on puisse réaffecter les bons flux en fait aux bons locataires à chaque fois qu'il y a des modifications. Alors, là, on va comprendre un petit peu, j'avance juste, le schéma va permettre de vous donner un petit peu plus d'informations au niveau technique.
Donc la personne morale, elle communique à Enedis les clés de répartition de la production à appliquer à chacun en fait, des participants. Par pas de 30 minutes, vous avez raison. Hein, donc les pourcentages, ils sont symbolisés ici, même s'ils ne sont pas écrits, on a juste des X. Donc là, dans le cas présent, on a une opération d'autoconsommation collective avec un producteur photovoltaïque et puis trois consommateurs avec des clés de répartition. Alors, du coup, on ne les voit pas parce que je pense qu'elles sont en dessous. Dans le schéma, là, 15, 35, 40. C'est les Ouais. schémas qui sont là. Oui, alors, il y avait des pourcentages, mais c'est exactement ça. J'ose pas. Ah, c'est-à-dire que sur... non, il vaut mieux pas que tu touches. Donc, sur une production de 100, la personne morale a décidé une clé de répartition suivante, c'est-à-dire que le client numéro 3 à 40%, le client numéro 2 à 35% et le client numéro 1 à 35% en fait de 25, pardon, ouais, pour que ça fasse pour que ça fasse effectivement. Ça, c'est la clé de répartition. Hein. Donc, on voit ici en fait comment c'est réparti. Mais si le client numéro 1 consomme, lui, 65, eh ben, il y a 40 en fait qui viendra de son fournisseur comment dire, 15 pour le client numéro 2 qui consommera 50 et 50 pour le client numéro 3 qui, lui, aura consommé 90. D'accord? Donc, le rôle d'Enedis, c'est bien, et ça c'est grâce au compteur Linky qui enregistre en fait la consommation par pas de 30 minutes. Avant, ce n'était pas possible, avant ces compteurs qui sont dits intelligents. Mais maintenant qu'on a de la donnée par pas de 30 minutes, ben, on sait découper en fait la consommation et on sait appliquer en fait des règles de répartition. Avant, quand vous aviez 2 relevés du compteur par an, bah, c'était strictement impossible. Vous ne saviez pas quand la consommation était, quand avait eu lieu la consommation. Et donc, le rôle d'Enedis, Enedis va envoyer des flux au fournisseur et il va dire, ben, le client numéro 3, il a consommé 90, 90 kWh, par exemple, si on prend l'hypothèse que c'est des kWh, et il y a 40 kWh qui viennent de l'autoproduction. Et donc, le fournisseur, eh ben, il va indiquer 90 sur sa facture, moins les 40 issus de l'autoproduction. Et donc, ça n'est que les 50 qui seront facturés en euros. Mais en fait, ce n'est pas 40, c'est pas 40 mesurés. C'est 40 calculés à partir de 100 et de la répartition. Oui, oui. Alors, c'est du pourcentage. On a pris un exemple assez simple pour l'explication. Hein. Vous avez raison. C'est par calcul, c'est pas par mesure. Non, c'est pas des kilowatts. La consommation réelle, C'est 90. c'est 90. C'est 40% de la partie jaune. C'est ça. Non, c'est 40% du 100. Oui, parce que là on s'est dit par convention, en fait, la production, c'était 100. Alors, on peut raisonner en pourcentage aussi, mais vous avez raison. Si on dit c'est 100, alors si on dit, bah, il a produit 100 kWh, le client numéro 3, il a consommé 90 kWh, il y a une clé de répartition, il a droit à 40%, donc le fournisseur d'énergie, peu importe le fournisseur, va recevoir en fait ces flux-là de la part d'Enedis, il va facturer 90 et il va retirer en fait 40, si on considère que c'est des kilowattheures, 40 kilowattheures, et donc le client ne va payer à son fournisseur que 50 kilowattheures. Il faut que tu conclues parce qu'on est arrivé au bout de la lumière. Alors, ben, on a une toute petite animation. Alors, essaie de la lancer si tu as du réseau Internet là. Alors, c'est une petite animation qu'on vient de... c'est ça? Ouais. Ouais, là, il y a une conférence d'1 heure, là. Sans ça, oui, ça arrive, mais il faut que ça prenne le temps d'arriver. Ouais. C'est une petite animation qu'on a fait développer en fait par des étudiants de l'ENSEM. C'était piloté par Inde. Alors, je suis étonné qu'elle ne marche pas. Est-ce que tu as bien du réseau? Oui, j'ai du réseau. Ouais. La voilà, mais après, il faut que ça charge. Oui. C'est le Wi-Fi peut-être qui ne marche pas très vite. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Marche pas. Bah, rien, ça va fonctionner tout seul dès que ce sera chargé. Qui vous montrer, enfin, une petite animation qui vous montre au fil de la journée comment ça se passe. Entre la nuit où on n'a pas de production et donc la totalité en fait de la consommation d'un consommateur va venir en fait de son fournisseur et donc du réseau. Et puis
Et puis, quand le soleil se lève en été, le système commence à produire et la part production autoproduite dans le cadre de cette autoconsommation collective va prendre la place en fait du fournisseur. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Il y a un problème de débit. Probablement Probablement une mémoire. Oui. Vous allez lire Une modélisation. Une modélisation, vous allez lire en direct. Sur les- Ah non, là on est parti de la sécurité. Oui. Non, c'est pas connecté à un compteur. Non. En fait, l'illustration, elle est en dessous sur ton transparent, là. En fait. Elle est là. Oui, c'est juste les. Là, on voit par tranche de demi-heure. Ouais, exactement, les courbes. Tant pis si ça marche pas. Alors, attends, je vais peut-être faire un dernier essai parce qu'il est peut-être quand même quelque part. Il est sur Internet, là. Il est là. Mais bon, il y a peut-être des questions. Alors, si c'est la fin, il y a peut-être d'autres Si questions. vous avez des questions, je suis à votre disposition. Ouais. Est-ce que vous imaginez que l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques elle est supérieure à la demande en journée? Oui. Et du coup, là, elle est revendue à EDF si elle n'est pas consommée directement? Alors, revendue, elle est réinjectée sur le réseau. Après qu'il y ait un contrat de la PMO, la personne morale organisatrice, avec un acteur en fait, qui est prêt à acheter de l'énergie, c'est possible. Mais en tout cas, effectivement, elle est réinjectée en fait, sur le réseau. C'est-à-dire à des moments où la production est supérieure aux besoins de l'ensemble des consommateurs, ça part sur le réseau. Et par contre, quand la production est inférieure aux besoins de chacun des consommateurs, c'est les fournisseurs d'énergie en fait, qui fournissent l'énergie et qui alimentent via le réseau public de distribution. Il y a Jacques qui a une question. Jacques? Alors, j'avais une question et une remarque. La première remarque, c'est que ça peut être extrêmement intéressant. Qu'est-ce que ça offre comme possibilité? C'est que souvent, vous avez peut-être l'argent pour faire des panneaux photovoltaïques, mais vous n'avez pas le bâtiment correspondant où il a une charpente qui n'est pas assez solide pour soutenir le poids des cellules. Donc, j'imagine, par exemple, sur une zone industrielle, quand on crée un nouveau parking, on peut parfaitement faire des ombrelles de parking avec des cellules photovoltaïques pour le haut champ qui vient de s'ouvrir et faire bénéficier de l'autoconsommation l'ensemble des entreprises de la zone industrielle. Et à ce moment-là, le haut champ qui va faire ses ombrelles sur son parking va pouvoir demander à l'ensemble des entreprises de la zone, est-ce que vous participez avec quoi à l'investissement? Vous serez remboursé sous forme d'électricité. Donc, ça permet de passer un cap pour ceux qui n'auraient pas soit la charpente nécessaire pour mettre la cellule, soit le financement correspondant à leur charpente. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très, très intéressant, non seulement pour les bâtiments collectifs, mais également pour les zones industrielles. Ma question est la suivante. Est-ce que j'ai bien compris, c'est-à-dire est-ce que la clé de répartition qui est donnée par le PMO au distributeur, à Enedis, dans ce cas-là, correspond bien à une clé qui peut être différente pour chaque demi-heure de l'année, ce qui permettrait, par exemple, à des entreprises qui ne prennent pas forcément leur arrêt annuel en même temps, de dire, moi, au mois d'août, ma clé de répartition, c'est 0. Par contre, en juillet, je vais fonctionner plein pot. Puis l'autre entreprise de dire, ah ben non, moi, je suis un centre commercial, je fonctionne à peu près pareil toute l'année, et donc, je ne voudrais pas que ma clé change autant. Est-ce que ça, c'est possible ou pas? Alors, c'est possible, mais je vais l'expliquer autrement. Il y a deux modèles en fait de clés de répartition parce que on peut pas faire n'importe quoi. Il faut que les outils informatiques qui vont gérer en fait le calcul des flux et les redistribuer à tous les acteurs après, y compris aux fournisseurs, puissent être adaptés en fait au mode de clé de répartition. Donc il y a un modèle qui est fixe où on dit on répartit en pourcentage. Chacun a X% de la capacité de production. C'est le modèle le plus simple. C'est par mois, après, c'est plus à la demi-heure. Voilà, c'est un modèle qui est excessivement simple, mais qui présente un petit inconvénient. Si je prends le cas, par exemple, d'un bâtiment collectif pour que la compréhension soit simple, où on produit 100, et on a 10 appartements, c'est réparti
par dixième en fait dans chacun des appartements. On va produire beaucoup en été. Si la moitié des gens sont en vacances et donc ne consomment rien, bah, les autres n'ont jamais que 50% en fait de la production. Il y a 50% qui est réinjecté sur le réseau. D'accord? Et il y a un modèle dynamique qui est dit dynamique où là, en fait, alors c'est Enedis qui le fait, on va répartir en fait la production en fonction des besoins de chacun des consommateurs, de manière à ce que ça profite un maximum à chacun des consommateurs. Et donc là, effectivement, la clé de répartition, elle est flottante pendant la période considérée, pendant le mois de facturation, mais elle n'est pas déterminée de manière précise en fait par la personne morale. L'idée, c'est que il y ait un maximum en fait de capacité de production qui puisse être comment dire affecté en fait à chacun des consommateurs au moment où ils en ont besoin. Ça veut dire que la clé de répartition est au prorata des consommations. Exactement. Oui, j'aurais pu le dire comme ça, c'est plus simple. Une dernière question alors? Un petit commentaire. Donc, avec Martine, on va bien la production, on vient du centre villageois du pays Saint-Ouen, je ne sais pas si vous connaissez. Très bien. Je l'ai déjà vu dans une réunion. Ah, vous Et vous allez nous en parler une prochaine fois. mais je vais aborder en deux mots. Donc, on est producteur d'électricité, on a 11 toitures, 150 kW crête, c'est modeste, et on a, donc aujourd'hui, on est simplement producteur, on veut devenir fournisseur, en fait, avec un projet d'autoconsommation collective. On allait se former la semaine dernière, donc c'est vraiment dans le starting block. On va le faire cette année, sachant qu'on va commencer avec un seul producteur, nous, c'est quand même assez complexe, et puis avec des consommateurs, on en a, parce que aujourd'hui l'électricité qu'on vend, on la vend moins cher que certaines entreprises en fait achètent leur électricité. Donc voilà, donc ça va se mettre en place tout doucement. Et puis, si vous voulez nous aider, vous êtes le bienvenu. Alors, moi, je ne suis pas le grand spécialiste Enedis de l'autoconsommation collective, mais je vous mettrai en relation avec Jean-Marc Manouvrier, s'il vous plaît, qui va vous aider. Alors, bon, enfin, je ne sais pas si j'ai été clair. J'essaie de simplifier. Très clair, vraiment, c'était très clair. Et voilà. moi, j'ai appris. C'est pas si compliqué que ça. Et c'est un système, en fait, qui a eu un peu de mal à démarrer, c'est vrai. Il faut qu'on embarque aussi dans le système des fournisseurs qui doivent aussi modifier leur système de facturation pour intégrer ce que je disais là tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il y a des flux négatifs qu'il va falloir qu'ils intègrent dans leur facturation. Mais ça remporte aujourd'hui un franc succès, en fait, l'autoconsommation collective. On a beaucoup de projets en fait qui se montent à droite à gauche dans les territoires et pas forcément que sur du panneau photovoltaïque, hein, ça peut être une petite centrale au fil de l'eau, etc. Les restrictions de l'État, c'est uniquement la distance. Les 2 km ou est extensible à 5 ou 20 si... Voilà. En milieu rural, ça peut jusqu'à 20 sur dérogation. Autrement, c'est 2 km. En fait, l'idée, c'est de faire en fait une structure qui soit locale, que la PMO, ça ne devienne pas un business, c'est-à-dire que ce soit des gens entre eux dans un quartier, dans un village, dans un bâtiment, qui se mettent d'accord en fait sur un système pour investir dans un outil de production et puis consommer local, exactement. Et si c'est ouvert après à des gens qui vont produire à Marseille, consommer à Lille, bon, déjà ça va être ingérable. Est-ce qu'il y a des projets avec de l'éolien? Alors, moi, j'en ai pas à ma connaissance. On a plutôt des projets photovoltaïques et on a des projets au fil de l'eau aussi. Éolien, peut-être? Hydraulique et mixte. Hydraulique, ouais. Donc, photovoltaïque plus éolien. Ah oui, alors après, dans le projet, c'est vrai que par simplicité, on dit il y a un producteur et des consommateurs. Il peut y avoir X producteurs et un consommateur à la limite. Hein. C'est pas, juste parce que c'est vraiment gagnant pour tout le monde, local. Et simplement par rapport au niveau du réseau, est-ce qu'il y a une limite en fait d'acceptabilité en fait? Là, c'est vraiment ça se développe. Ouais. Est-ce que pour arriver à stabiliser le réseau, est-ce que ça risque de poser des problèmes? Alors, ça n'a aucun lien avec l'équilibre du réseau. Parce que que vous soyez en autoconsommation collective ou que vous soyez en revente totale, etc., l'électron, il va faire exactement le même chemin. C'est une convention contractuelle, l'autoconsommation. Il n'y a pas trop de production, parce qu'après, il faut renforcer, s'il y a trop de production, il faut renforcer
pour refaire remonter l'énergie. Oui, mais c'est pas lié à l'autoconsommation collective. Non, S'il y a c'est trop pas de lié. production, Mais pour répondre à la question, je dirais que le producteur doit être aussi responsable d'équilibre et annoncer sa production. Sinon, effectivement, Enedis va avoir un problème à gérer la production si vous ne l'annoncez pas. Oui, alors, c'est pas oui, des oui. grosses, c'est pas des grosses. Oui, vous strates. avez raison. Un producteur, il doit avoir un responsable d'équilibre. Est-ce que c'est rentable alors? Parce que c'est quand même que 20% d'autoconsommation, 20-25, je sais pas, on l'estime au maximum à combien De quoi? d'autoconsommation, de sa propre consommation. On va avoir que 20%, 25%. Ah ben non, c'est pas possible. Enfin, c'est compliqué d'arriver à 100%. Il y a un optimum qui n'est pas 100% justement. Parce qu'il y a de l'investissement à faire et parce que de toute façon, si vous êtes sur de la production photovoltaïque, il y a des moments dans la journée où vous n'allez pas produire beaucoup. Et donc, vous avez besoin, si vous dimensionnez un système de production comme aujourd'hui en Lorraine pour couvrir le besoin, en été, en fait, vous allez injecter sur les réseaux des grosses quantités d'énergie. Donc, il y a un optimum à calculer. Il y a des outils pour ça. Il y a des bureaux d'études qui sont spécialisés sur le sujet. Et c'est certainement pas de couvrir la totalité des besoins. Alors, peut-être en été, quand on est en plein mois d'août et qu'il y a une consommation peut-être un petit peu plus modeste en hiver, le calcul peut se faire à ce moment-là, mais pas sur toute l'année. Ou alors, il faudra investir dans des outils de stockage, etc. Mais on part dans des trucs délirants et qui n'ont pas de sens, à mon avis. Que le prix est fixé par la coopérative ou ce qu'on appelle le PMO. C'est qui fixe le prix en interne après? C'est une négociation? C'est vous qui décidez du prix après. La PMO se débrouille sur Vous pouvez mettre un prix très fort parce que le producteur, il faut qu'il amortisse quand même son installation. Ou alors il est très faible parce qu'il a fait une installation très simplifiée. Ou ça peut être un co-investissement de l'ensemble des acteurs de la ça peut être aussi chacun. Nous, aujourd'hui, on a un contrat avec EDF. C'est sûr qu'on vend, par exemple, à 15 centimes. Donc, on est sûr pendant les 20 prochaines années. Donc là, pour nous, le prix. Et aujourd'hui, autour, on a des boulangers, une coopérative qui achète son électricité 25 centimes. Donc, vous êtes dans la première solution que je présentais tout à l'heure. On est en revente totale. On est en reste interne. Donc, on peut passer en notre consommation collective, si j'ai bien compris. Oui. On n'a que 5 voitures en fait, qui sont vigiles à ça. Bref, mais si on revend 15 centimes et boulanger à côté, il achète son électricité à 25, il suffit qu'on lui vende à 20, lui il va gagner 5 centimes, nous on va gagner 5 centimes. Et on a quand même, il y a la grosse protection derrière pour nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de quitter le contrat qu'on a avec EDF. Ça veut dire que si jamais le boulanger il s'arrête, un truc comme ça, on revendra à 15 centimes. Enfin, bon, on fera une séance là-dessus. Vous allez présenter votre cas, votre situation réelle, vos projets. Il y en a aussi un autre avec un Super U. Et il y en a un avec un Super U aussi qui existe. Sur Colombey-les-Belles, il y a un projet avec un Super U qui a des industriels. C'est Loïc Vautrin qui nous a présenté déjà ce projet. En autoconsommation. Il y en a déjà un autre. Il y a plusieurs projets liés vraiment aux industries, aux entreprises. Oui. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Okay, donc je vous donnerai le lien, mais c'est une vidéo qui est sur YouTube qui explique quand même assez bien, surtout pour ceux qui étaient à distance, parce qu'à mon avis, vous avez bien vu. On va mettre ça sur le Discord. Pour vous connecter, vous allez avoir les instructions pour vous connecter sur le Discord. Merci.